Parashat Miketz, Perek Membet, Pasuk Aleph. Vayar Yaakov ki shever b'Mitzrayim, Vayomer Yaakov levanav, lama titraou. Yaakov vit qu'il y avait de l'approvisionnement en Égypte. Yaakov dit à ses enfants, pourquoi vous entre-regardez-vous? Vayomer ine shamati ki shever b'Mitzrayim, redu shama v'shivru lanu misham v'nirchie v'lo namut. Il dit, voici que j'ai entendu qu'il y avait de l'approvisionnement en Égypte, descendez là-bas et achetez pour nous de là-bas, de sorte à ce que l'on vive et que l'on ne meure pas. Rashi. Vayar Yaakov qui est shever b'Mitzrayim, voit Yaakov qu'il y a de la nourriture, de l'approvisionnement, du ravitaillement en Égypte. Et d'où ont-ils pu voir? Valolora el Shama. En vérité, il n'a rien vu, il a entendu. Chez Neymar, Hine Shamati, le verset suivant, le deuxième verset, voici, il dit à ses enfants, voici que j'ai entendu. Uma Vayar. Alors qu'est-ce que ça veut dire au départ? Yaakov voit que Ka'ab Aspaklaria chez le Kodesh, שעדיין יש לו שבר במצרים, ולא הייתה נבואה ממש, להודיעו בפירוש שזה יוסף. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu? Il a vu dans sa perception de Gdusha qu'il y avait du ravitaillement, de l'approvisionnement, peut-être sévère dans le sens de sévère, il y avait une bonne nouvelle, une chose qu'on espérait, qui va arriver en Égypte, mais il ne s'agissait pas d'une prophétie claire qui allait jusqu'à lui dire qu'il s'agissait de Yosef. Donc en vérité, le verset rebondit sur une première difficulté. On commence par dire que Yaakov a vu qu'il y avait, et ensuite, quand il s'adresse à ses enfants, voici que j'ai entendu. Peut-être aussi on peut retenir le fait qu'il y ait Shever Mitzrayim répété dans le premier, dans le deuxième verset. Peut-être pour nous dire qu'il a vu, ça veut dire quelque chose qu'il voyait par sa perception, par ses qualités de visionnaire, qui avait une clairvoyance dans sa façon de percevoir l'histoire, qu'il y avait un avenir en Égypte, il y a quelque chose à attendre de l'Égypte. Mais ce n'est pas une nation de Yosef qui était vivante. Il se passait quelque chose. Il y a quelque chose à attendre de cette descente en Égypte. Par ailleurs, il dit à ses enfants qu'il y a de l'approvisionnement, il faut y aller, il faut arrêter de se regarder en chien de faïence, chacun espérant que c'est le voisin qui fera le premier mouvement. Et voilà. Donc, ça nous pose un problème, c'est que voir quelque chose, qu'il se passe quelque chose, il pressent qu'il y a quelque chose, mais ça ne veut rien dire pour lui, puisqu'il ne sait pas l'essentiel du message, c'est-à-dire que c'est un Yosef qu'il va retrouver en Égypte, il n'en a aucune conscience. Alors à quoi ça lui sert d'être renseigné, de prévoir, de pressentir qu'il y a quelque chose qui se passe? On ne voit pas très bien à quoi ça sert. Dans le verset suivant, Redou Shama, allez là-bas, descendez là-bas. Rashi, Redou Shama, Velomar Lochou. On se serait attendu à ce qu'ils disent allez là-bas. Pourquoi ils leur disent descendez là-bas? C'est une allusion aux 210 ans qu'il va, que toute sa descendance va être asservie en Égypte. Parce que Redou, la valeur numérique, Resh Dalet Vav, c'est 210. Allusion 210. Il est évident que Yaakov lui-même n'a pas la moindre idée de cette descente en Égypte, qu'on est en train de descendre
en Égypte, et encore moins qu'il va passer 210 ans là-bas. Qu'est-ce qu'il en sait? Dans le verset Yudalef, les frères se présentent devant Yosef, s'adressent à Yosef, Pasuk Yudalef dans le Perek Membet, toujours Kulanu bnei ish echad nachnu, kenim anachnu layu avadecham raglim. Qu'est-ce que tu nous accuses d'espionnage? Nous sommes tous les fils d'un seul homme, qui n'aurait donc certainement pas envoyé tous ses enfants faire de l'espionnage, risquer la vie de ses enfants. Rashi relève, Kulanu, nous sommes tous, Kulanu, nous sommes tous. Pourquoi il a besoin de dire nous sommes tous? Yosef s'adresse à eux, les accusant d'espionnage. Il avait qu'à dire nous sommes les fils d'un seul homme. Qu'est-ce que c'est ce Kulanu? Donc, Rashi, à ce propos, déclare Kulanu bnei ish echad nachnu nitnetza bahem ruach hakodesh vekaluhu imahem she'afu ben avihem. Ils ont eu comme ça une fulgurance de Ruach HaKodesh, un flash comme on a parfois, et ils l'ont inclus avec eux, que lui aussi il faisait partie des fils de leur père. Ça veut dire qu'ils ne savaient absolument pas qu'ils avaient affaire avec Yosef, et encore pour pas mal de temps qu'ils ne le savent pas. Pourtant, ils ont dit un Kulanu, ils ont déclaré un Kulanu, nous sommes tous. En plus, pour l'inclure là-dedans, alors qu'ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Et donc, de nouveau, ce même problème, à quoi correspond cette information que nous donne le texte de cette fulgurance un peu plus tard, dans le Perek Mem Gimel, aussi quelque chose de curieux, dans le verset Chet, il est dit Vayomer Yehuda el Israël aviv shilcha nariti venakuma venelecha venichye velonamut ki anachnu gam ata l'oniché anachnu gam ata gam tapenu. Yehuda qui essaye d'obtenir que Binyamin les accompagne s'adresse à Yaakov en ces termes. Yehuda dit à Israël son père, envoie le jeune avec moi, qu'on puisse se mettre en route et vivre et pas mourir, pas plus nous que toi, que nos enfants. Rashi, de relever, venichier, et que nous vivions. Pourquoi dit-il que nous vivions? Évidemment, s'il faut s'approvisionner en Égypte, c'est pour ne pas mourir. Ça veut dire que nous vivions positivement. Rashi, Nitnetzabo Ruach HaKodesh, al-yedei alichazur, techi ruchacha, shenemar, va techi ruach Yaakov aviem. Il a eu comme ça, c'est exactement la même expression qu'il emploie à propos des frères, Nitnetzabo Ruach HaKodesh, une espèce de flash d'inspiration divine, que grâce à ce envoi nous Binyamin, grâce à cette descente en Égypte, Nichye, nous vivrons, allusion à ce que c'est marqué, qui sera écrit à propos de Yaakov, Vatechi, Ruach, Yaakov Aviem, Vatechi, Unechaye, chez nous. Bon. Il est évident que Yehuda n'a pas la moindre idée, de ce que l'esprit de son père va revivre, le verset, il ne le connaît pas, va te chiroir, ça c'est clair, ça n'a pas encore eu lieu. Ensuite, bon, mais ça encore on pourrait dire, mais s'il s'attendait à quelque chose, il ne s'attend à rien, il ne s'attend pas du tout à trouver Yosef, ils sont aux prises avec un homme cruel devant eux et qui les accuse. Il n'y a pas de Yosef à l'horizon. Qu'est-ce qu'il a? À quoi ça lui sert? Ce roi HaKodesh qui apparaît soudain dans ses paroles. Enfin, le pasuk dans le même Perek, même Gimel, le pasuk Yud Dalet, quand déjà Yaakov est d'accord d'envoyer Binyamin
avec Yuda, Vekel Shaka yitel lachem rachamim lifnei ha'ish, veshilach lachem et achichem acher, vet Binyamin, vani kasher shacholti shacholti. Et que le Tout-Puissant vous fasse trouver pitié, rachamim, devant l'homme, et qu'il vous envoie votre autre frère, et Binyamin, et moi, comme je suis désenfanté, comme j'ai perdu mes enfants, ben je resterai dans cet état-là. Et là-dedans, Rashi dit, Veshira et Achichem, et qui vont à votre frère, c'est Shimon, Acher, votre autre frère, qui a parlé de l'autre frère, de votre frère, c'est Shimon. Ruach HaKodesh, Nizrekabo le Rabot Yosef. Il y a du Ruach HaKodesh qui lui a été donné pour votre autre frère. On va retrouver votre autre frère, ce dont il n'est absolument pas conscient non plus. Et comme il le dit d'ailleurs à la fin du verset, moi, comme j'ai perdu mes enfants, ben, je suis désenfanté, comme dit le Rashi quelque part, Shakolti, et comme jusqu'à présent j'ai perdu mes enfants, ben, je continuerai à l'être. Donc il n'a pas la moindre idée qu'il s'agit de Yosef, alors que Nizreka bon Ruach HaKodesh, d'inclure, de parler de l'autre frère. Alors, on se demande vraiment qu'est-ce que cette multitude de cas de perception de Ruach HaKodesh, Nitzatzena, Nitnetza, Nizrekabo, Aspaklaria chez le Ruach HaKodesh. Pourquoi des termes différents? Je n'ai pas trouvé les commentateurs pour m'expliquer ça. Mais qu'est-ce qui se passe sous des termes, des vocables différents? Mais on voit que, cependant, que chez Yaakov, la vision prophétique elle est plus forte. L'un, c'est parce qu'il le voit. Ben, c'est pas clair chez le Kodesh. L'autre, c'est pas Nizreka bo Ruach HaKodesh. Alors que les frères et Yuda, à propos des deux, Nizreka bahem, Nitnesa bahem, ils ont une fulgurance de Ruach HaKodesh. C'est pas la même chose que du Ruach HaKodesh qui lui a été brutalement donné pour qu'il parle du frère autre. Quoi qu'il en soit, on ne comprend pas du tout quelle est la raison d'être de ces annonces de retrouver Yosef. Il y a de l'espoir de retrouver Yosef. On va passer 210 ans en Égypte. On va retrouver notre frère. Nous sommes tous frères. Qu'est-ce que c'est que toutes ces annonces qui ne disent rien à celui qui les a, même Yaakov Avinu, quand Nizreka Ruach HaKodesh, et qu'il parle que puissiez-vous retrouver votre autre frère, on parle de Yosef, c'est du Ruach HaKodesh, mais Kasher Shacholti. Dans le conscient, ben, il dit, comme j'ai perdu mes enfants, ben, je reste au même point. Donc il n'y a pas la moindre idée de Yosef là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, est-ce que c'est pour les frères, pour Yosef, pour Yuda? Certainement pas. Ils n'ont aucune conscience qu'ils vont retrouver Yosef. Le redout, les 210 ans annoncés, allusion aux 210 ans, je ne vois pas pour qui on le dit, eux ils ne sont pas du tout conscients de là où ils s'embarquent. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est le texte qui veut se mettre en avant et de dire mais je vous l'avais bien dit, et puis je ne sais pas si c'est ça la façon de le dire, qu'il souffle aux différents acteurs de l'histoire des rôles dont ils ne sont pas conscients. Ce n'est pas le texte qui se met en valeur en nous annonçant des choses comme si Chaz de Shalom, quand il
fait son malin, je vous l'avais bien dit, je vous l'ai annoncé, donner des messages à quelqu'un dont il n'a rien à faire, dont il n'a pas conscience qu'il s'agit d'un message, je ne vois pas en quoi ça les avance. Alors, je dirais peut-être la chose suivante, que, en vérité, dans notre perception du monde, on inclut les éléments dont on a conscience. La réalité pour nous, c'est la réalité de toutes les données de notre histoire immédiate. Et c'est à travers cela que l'on projette. On peut même être religieux et bien savoir que Akadosh Baruch Hu intervient et tout, mais c'est la banque de données, la base de données de notre appréhension du monde, de notre perception des choses, c'est ce que nous savons en ce qui nous concerne. Et en vérité, il y a ici une erreur énorme, c'est que il est bien entendu qu'Akadosh Baruch Hu tient compte des actes de l'homme, tient compte de leur implication positive ou négative, mais la vision des choses d'Akadosh Baruch Hu est infiniment plus élevée et échappe totalement à ce que l'homme peut en dire. C'est-à-dire qu'Hachem a un projet qui traverse l'histoire dont nous n'avons aucunement conscience, c'est-à-dire nous avons la Emouna que le Mashiach va venir, mais de dire ça quand est-ce qu'il vient, alors quand ça devient évident que le 7 octobre c'est la dernière phase avant la venue du Mashiach, alors on va se jeter là-dedans religieusement parlant, et c'est pas du tout comme ça que l'histoire en vérité se déroule, va se dérouler. Alors même si on a une Emouna globalement positive, et même une certitude que Afal Pichit Mamea Imkolze Achakelo, de toute façon, on sait, globalement parlant, que le but de l'histoire, que la finalité ultime, c'est que Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, que la révélation d'Hachem dans le monde. Mais pouvoir, dans une situation, à un moment déterminé, dire où en est Hachem, on n'en sait rien. Le Midrash, le fameux Midrash, Breshit Rabbah, je crois, Perek, Pehe, que Yodea Machashavot, Kakodesh Baruch Hu Yodea Machashavot, on décrit dans cet extraordinaire Midrash la position de chacun, le problème de chacun dans l'histoire de la vente de Yosef. Les frères sont en train de vendre Yosef. Yosef porte le deuil de cette déchirure de la perte de son père. Son père est en train de porter le deuil de la perte de son fils bien-aimé. Juda est en train de se chercher femme. Rouven est en train de faire tchouva sur l'affaire de Bila, qui lui a renversé le lit de Bila. Quoi qu'il en soit, Vakadosh Baruch Hu. Extraordinaire question. Et Hachem, pendant ce temps, Ayaboré Oro Shel Mashiach. Midrash dit, il est en train de tisser les éléments, les fils, le canevas de toute l'histoire qui va mener Juda, qui va trouver Tamar, c'est la royauté d'Israël qui se profile à très long terme, et le Mashiach encore plus loin. Il va utiliser l'amour de Yaakov pour le ramener vers Yosef, et Yosef qui prépare, Yosef sans le savoir prépare la venue des tribus en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il sait ce qu'il fait des éléments de cette histoire. Mais aucun de ces éléments de l'histoire n'élève sa perception au-delà de sa
sa tristesse, de son problème, de sa préoccupation du moment. Alors, c'est vrai qu'Hachem va utiliser ces éléments, mais nous n'avons pas conscience qu'il y a un deuxième niveau qui se déroule et qui est le niveau véritable de l'histoire avec des majuscules, comme c'est marqué. Rabot Machashavot Belevish, Vatsat Hashemitakum, l'homme il a beau remuer des projets, des idées dans son cœur, mais c'est l'idée d'Akadosh Baruch Hu qui va prévaloir. Atzat Hashem Lolam Tamod, Hashem il a un but à long terme, Marchavot Libo, le Dorvador, ce qu'il englobe comme idée traverse les siècles, qui a marveillé, etc. C'est un texte extraordinaire dans Yirvod le matin, dans la Tfila, qu'il y a une histoire dont nous n'avons pas conscience de quelle façon elle se déroule sous nos yeux. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait que cette histoire se déroule, histoire donc qui englobe aussi bien le rôle que vont jouer les différents acteurs, que le projet lui-même divin qui utilise tous ces éléments d'une façon qu'il comprend, qu'il sait ou qu'est-ce qu'il veut en faire pour réaliser sa Hatzat Hashem. Et le fait que l'histoire particulière de Yaakov à un certain moment se confond avec la réalisation d'un projet à long terme qui le dépasse complètement. Mais le fait que nous sommes dans une phase d'avancer vers le projet, c'est-à-dire les retrouvailles, une fois que Yosef a créé le cadre qui va protéger au maximum la fratrie de l'Égypte, de cet exil de l'Égypte, qu'il y aura des retrouvailles qui vont se dérouler, et le projet, il est inscrit que normalement, Yaakov et ses enfants étaient destinés à descendre en Égypte, coûte que coûte, même par enchaînés comme esclaves, mais Akadosh Baruch Hu, dans sa douceur et dans sa miséricorde, amène Yaakov par Shalshelaot Shel Ahava, par des chaînes d'amour envers son fils, à le rejoindre là-bas. Quoi qu'il en soit, puisque nous sommes en train d'avancer dans la réalisation du projet, il y a des indices. L'air est différent. Ce qu'on est en train de respirer, on rentre dans la grande histoire. De cette histoire individuelle, on est en train actuellement de passer dans la grande histoire. Ça veut dire qu'il y a des éléments, il y a des perceptions possibles de ce qui se passe quelque chose. Quand Yaakov voit qu'il se passe quelque chose, outre le fait que c'est un visionnaire extraordinaire, mais il ne voit pas le fond, il ne voit pas, mais c'est un moment dans lequel il perçoit, il a perçu qu'il se passe quelque chose, que cette descente d'Égypte, et pourquoi il le perçoit? Parce qu'effectivement, cette descente en Égypte est un moment qui nous amène vers des retrouvailles heureuses. Quand les frères englobent Yosef avec eux, évidemment qu'ils n'ont aucune conscience que c'est Yosef qui se trouve devant eux, mais le fait qu'on est en train d'assister aux prémices de la rencontre, eh bien, il y a une perception de Koulanu. Le fait que cette descente va ramener Yaakov à son niveau véritable, eh bien, c'est quelque chose qui se traduit par le Acher qui a une perception de Nichié, que Yuda, il a comme ça une espèce de fulgurance dont il n'a pas du tout conscience, que c'est la façon dont Yaakov va reprendre vie. Et Yaakov lui-même, qui se sent toujours encore aussi perdu, et plus encore que par le passé, puisque Binyamin en plus, maintenant on va lui échapper, la dernière chose qui le rattachait
à son amour pour Rachel, après la disparition de Rachel, après la disparition de Yosef, et à présent maintenant il y a celle de Binyamin qui est la dernière trace de cet amour. Eh bien, et lui, il se sent complètement il est amené à dire, malgré lui, une chose dont il n'est pas conscient. Pourquoi est-il amené à le dire? Parce que c'est ça ce qui se passe. Parce que il est connecté maintenant à une histoire dans laquelle il y a du Yosef. Pas que lui, il est conscient, mais c'est la grande histoire qui, quelque part, en se mettant en marche, laisse des traces, se traduit dans le monde des hommes qui, chacun, d'après le niveau de grandeur qu'il a, perçoit les éléments d'une façon différente. C'est-à-dire, Yaakov, qui est tellement grand, voit une chose comme le Rav Munk, Eli Munk, dans la Voix de la Torah, il dit, c'est extraordinaire, rapport à Moudrage, dans lequel c'est extraordinaire, ce vieillard enfermé dans sa maison, qui ne sort jamais, lui sait mieux ce qui va se passer en Égypte, qui va se passer des choses en Égypte, que les frères qui foulent le sol de l'Égypte, qui sont dans le move, qui sont présents de Yosef et ils ne voient pas Yosef. Alors que lui, à des kilomètres de distance, dans sa solitude, il a une perception de Kodesh de quelque chose. De même, quand lui aura il ressent ce changement impossible à sentir, mais imperceptible. Il sent que c'est l'Isrekab Roi HaKodesh de parler du Acher, alors que Yuda ou les frères qui sont à un niveau de perception largement inférieur, chez eux, c'est seulement un Idnetza, Roi HaKodesh, juste une fulgurance et pas plus, dont évidemment ils ne se rendent pas compte plus que les autres. Et s'il y a un remède aux 210 ans d'Égypte, c'est parce que c'est vrai qu'on est en train d'être dans cette phase de 210 ans de l'Égypte et qu'il y a quelque chose qui est à la surface de l'histoire, il y a des choses qu'on cueille sans rendre compte. Pour aller dans le même chemin, regardons le début de la parashat Vayeshev, assez curieuse. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. Eile toldot Yaakov, Yosef ben 17 shana, היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה, נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כיוון סגול, etc. Yaakov demeure dans le pays des pérégrinations de ses ancêtres. Voici l'histoire de Yaakov, c'est Yosef avec ses frères, les tensions, tout ça. Et puis, sans crier gare, on abandonne ce nom de Yaakov pour dire Israël a vayas lo ktonet passif. Et Israël, or Israël, aimé Yosef, etc., et le privilégie. Oh, il apparaît tout d'un coup, on bascule dans le nom Israël. Pourquoi continuer à parler de Yaakov? C'est dans la même foulée, c'est la même période de temps, c'est la même unité de temps où on l'a appelé Yaakov à 2 reprises, et maintenant tout d'un coup il y a Israël. Oui, parce qu'ici là-dedans, il revêt l'habit qu'il a en ce qui traduit l'histoire. L'histoire passe par lui. Il y a un Yaakov qui est, comme nous tous, l'homme qui vit, à son niveau bien entendu, mais l'homme qui vit le présent et qui a comme conscience la conscience du temps présent, et dans cette conscience-là, lui, il se laisse aller, lui, il essaye seulement de trouver un moment de calme dans sa vie, qui va être dérangé par les tensions entre frères, mais quand il commence à marquer la préférence envers envers Yosef, alors, hop, il est en train de faire basculer l'histoire vers l'avant de Yosef. Ça y est. Il se revêt de l'habit de l'histoire. De même, quand Yaakov va envoyer Yosef pour s'enquérir de la santé des frères, Vayomer Yisraël el Yosef alochera. Il envoie Yosef, et cet envoi de Yosef,
s'est revêtu des habits d'Israël. Il n'a pas conscience qu'il participe à un moment d'histoire, mais il est devenu l'habit de l'histoire. Après la vente de Yosef, hop, l'histoire s'éteint. On a mis l'histoire, s'est mis sur pause. Donc, on va de nouveau parler de Yaakov. On va parler de Yaakov. Et ce nom, brutalement, quand il accepte d'envoyer Binyamin, hop, le film se met de nouveau en mouvement. L'enregistrement repart. C'est Israël. C'est Israël qui va parler à Juda, qui lui reproche d'avoir fait mention d'eux et qui lui donne Binyamin. Donc, on voit qu'il y a des phases dans lesquelles chacun vit sa petite histoire. Et avec sa perception d'eux, parce que ça c'est vraiment, on est toujours dans notre perception des choses, mais c'est ça l'histoire qui se déroule. Et soudain, on est happé par la grande histoire, et je dirais que c'est ça, c'est cette grande histoire qui justifie le nom d'Israël. Je veux dire par là, c'est un chidouche, il y a beaucoup de façons d'expliquer quand est-ce que Yaakov s'appelle Yaakov et quand est-ce qu'il s'appelle Israël. Eh bien, il me semble que Yaakov, c'est l'histoire de l'individu tel qu'il est dans son quotidien, et Israël, c'est tel qu'il va paraître, dans, comme personnage de l'histoire. Et c'est ça que Rashi souligne quand Vayomer Israël el Yosef alo achecha roim bishrem lecha v'shlechacha alehem Vayomer lo hineni Vayomer lo lech na re'e et shalom achecha v'et shalom matzon vashiveini davar vayishlacheu me'emek Chevron vayavo shchema. Que Yaakov, souligne le texte, a envoyé Yosef s'enquérir de la santé des frères, mais Emek Chevron. Rashi, mais Emek Chevron va le Chevron Behar. Shenema, Vayalou, Banegev, Vayavo, à Chevron. C'est marqué que les explorateurs, ils sont montés sur la montagne pour arriver jusqu'à Chevron. Donc Chevron était en montagne. Qu'est-ce que tout d'un coup ici on parle de Chevron dans la vallée? Alors, elle a, mais Eitza Amuka shel Oto Tzadik Akavur bechevron le Kayem Shenemar l'Avram ben Habetarim Kiger Yezaracha. Qu'en vérité, il est envoyé, ce Yaakov, on a retrouvé, Yaakov maintenant Israël, qu'on a retrouvé sous le nom de Israël, qui envoie Yosef. Il fait partie de l'histoire. De quelle histoire? De cette histoire du Tzadik à Kavur bechevron, de ce tzaddik enterré à Chevron, du nom d'Avram, auquel on avait annoncé la descente en Égypte. Maintenant, il faut peut-être revenir sur un point qui constitue une différence entre cette participation à l'histoire côté Yaakov, Israël, et celle de Yosef. Quand, à la naissance de Yosef, dans Parshat Vayetze, la Meud, Café, Vayi kasher yalda Rachel et Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan, Shalcheni ve'elcha el mekomi ularti. Lorsque Rachel eut enfanté Yosef, Yaakov déclare à Lavan, renvoie-moi pour que je puisse retourner chez moi dans mon pays. Rashi, Kasher Yalda Rachel et Yosef, pourquoi précisément lorsque Rachel a mis au monde Yosef, à ce moment-là, il voulait repartir chez lui. Mi Shenolad Sitno Shel Esav, c'est parce qu'avec Yosef est né le
l'accusateur ou celui qui va s'opposer à Esav et triompher de lui, chez les Marvaya Bet Yaakov Esh, ou Bet Yosef le Hava, ou Bet Esav le Kash, Esh belo la Hava, et no sholet le Merachok. Michel al Yosef, Batach Yaakov, Bakadosh Bouchou, Ratzalashou. Alors, donc, comme c'est marqué dans Ovadia, et la maison de Yaakov sera comme un feu, et la maison d'Yosef comme une flamme, la maison d'Esav comme de la paille, le feu sans la flamme est incapable d'agir à distance, mais une fois que Yosef, la flamme donc, va surgir, et donc arriver à mettre fin à cette puissance extraordinaire de la paille, qui en quantité est époustouflante, effrayante, mais en vérité qui est extrêmement inflammable, Batach Yaakov, Bakadosh Bouchou Ratzalashou. À ce moment-là, enfin, il voit qu'il a les éléments pour pouvoir affronter son frère. Alors, ici, très intéressant, Yaakov était là, Yaakov était fort, Yaakov c'est comme du feu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, lui, c'est comme un feu qui ne peut pas agir. Il est là, il est à la fois le feu, l'origine de tout, mais il a besoin de Yosef pour pouvoir agir. Alors, il me semble que Yaakov, Israël, est lui, celui dont la dimension de Yaakov fait que l'histoire passe par lui. C'est la dimension du plus grand des Havot qui est l'élément essentiel de l'histoire du projet divin. Yaakov a mis en place le projet divin, et les rêves de Yaakov, en réalité, sont des rêves qui correspondent à la dimension qu'il atteint à tel et tel moment. Quand il va rêver de l'échelle, qui est la première, quand il va rêver, d'après le Rambam, c'est un rêve, la guerre, le triomphe sur l'esprit de Esav dans la lutte avec le Sarouche et l'Esav, il décrit des moments de grandeur significatifs dans la dimension du personnage du feu qui est en train de s'amplifier. Mais c'est un feu qui ne bouge pas. Yosef, on verra que les rêves dans lesquels il est impliqué sont toujours des rêves sur le futur. Lui-même se voit comme liant des gerbes, et les frères se prosterneront devant sa gerbe. Et 11 frères, son père et sa mère, se prosterneront devant lui. Le rêve de Sarah Mashkil ou du Sarah Ophir, c'est des rêves qui annoncent leur libération prochaine ou leur pendaison prochaine. Les rêves de Paro sont des rêves qui annoncent la famine, etc., qui sont des informations. Et Yosef, c'est celui qui est l'élément clé de ce projet qui réalise ce que Yaakov, le feu, a comme véritable dimension. C'est lui qui est le réalisateur. Il y a d'ailleurs, très étonnant, que quand il va expliquer les rêves au Saramashki, Sarofim, il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes perturbés pour vos rêves? Mais l'explication des rêves, c'est d'Hachem, c'est Hachem qui la donne. Allez, racontez. Comme s'il n'a pas le moindre doute, il voit tellement clairement la situation devant lui que quand il voit les deux qui ont rêvé, il sait pertinemment que là, il s'agit d'un élément de sa future sortie de prison. Clairement, racontez-le-moi, je ne vais pas me le dire. Ou bien Paro, quand Paro dit, j'ai entendu que tu interprètes les rêves, Biladaï, loin de moi, c'est pas moi, c'est Hachem qui va te calmer. Et pop, et ça y est, et on part, et il lui explique le rêve. Il n'y a aucun problème, aucun doute, aucune restriction, aucune crainte de la part de Yosef qu'il n'aurait pas l'explication des rêves. Comme s'il se perçoit lui-même comme un élément de. Et je dis, et ça, en vérité, je pourrais dire que
Yosef, qui est le passeur du Yitzhak dans la réalisation humaine, oui, un traducteur de rêve, un rêveur, un traducteur de rêve, ça veut dire quelqu'un qui est connecté à une perception d'une réalité plus élevée, plus très compliquée à interpréter. Est-ce qu'il s'agit de fantasmes? Est-ce qu'il s'agit de rêves, disons, alimentaires? Est-ce qu'il s'agit de... ou bien il y a des messages. Ce monde des rêves, très très dangereux à prétendre expliquer, en vérité, ça émane d'une certaine réalité, d'un certain niveau de réalité où les choses se passent, et Yosef, lui, il sait exactement utiliser cela. Alors que je dirais, les frères, par exemple, que les frères qui jamais ne se pardonnent leur rôle dans la vente de Yosef, en dépit de ce que celui-ci n'arrête pas de leur dire, c'est pas vous, ne vous en voulez pas, on boit le chaïm ensemble, il n'y a pas de problème, c'est Hachem qui simplement a utilisé, quelles que soient vos idées, vous a simplement utilisé pour me donner cette place en faveur de tout le clan d'Israël. Et sous quelque forme, que ce soit que Yosef est en train de présenter son rôle et d'atténuer la responsabilité des frères, les frères n'arrivent pas à se le pardonner. Pourquoi? Je dis parce que les frères restent toujours au niveau de leur histoire, l'homme qui agit, l'histoire est aux mains de l'homme, comme ce que j'ai présenté, cette façon spontanée qu'on a tous de lire l'histoire, de déchiffrer les choses à partir de ces données personnelles. Et comme chez eux, les données personnelles, c'est leur action par rapport à Yosef, ils n'arrivent pas à passer à l'étage au-dessus. Ils n'arrivent pas à passer tout. Peut-être, grâce à ça, on peut aussi comprendre que quand Yosef a raconté son rêve là des gerbes, Vaïsnuoto al chalomotav ve'al devarav. Il l'ont haï pour ses rêves. C'est une grosse difficulté. Pourquoi ses rêves? On ne parle pour le moment que d'un seul rêve. Alors, Avi Dana, qui fréquente là, qui vient au Minyan du Serge, m'a dit que ces rêves, il y a le Chiskouni dit qu'il y a déjà un premier rêve, mais qui n'a pas été expliqué. Il dit voilà, Yosef rêva, mais rien n'est dit sur ce rêve. Et ensuite, il va raconter le rêve ça veut dire qu'il y a eu d'autres rêves. Je ne sais pas pourquoi les frères vont le haïr pour ses rêves, si le premier rêve était un rêve en vérité qui ne voulait pas dire grand-chose. Le Or HaChaim HaKadosh, le Sforno aussi, j'ai vu dans ce sens-là, que rapportait Avi, il disait que dans le rêve, c'est un rêve décomposé en plusieurs parties, que Kamal Umati, Gamnitsava, il y a des phases, il décrit la difficulté et lente ascension au pouvoir de Yosef, comme si c'est un rêve, c'est plusieurs rêves d'étapes de la vie de Yosef. Quoi qu'il en soit, moi j'aurais dit peut-être autrement. Il dit, les rêves de Yosef, même s'il n'y en a qu'un, la cause de cette haine des frères envers Yosef, c'est justement le fait qu'eux sont tout à fait incapables de rêver. Ils ne sont pas dans ce monde, ils n'arrivent pas à être les passeurs, les traducteurs, ceux qui amènent à la réalisation, tant dans son explication des rêves que dans sa façon de prendre place en Égypte, de gérer l'histoire. Et donc, les frères sentent parfaitement une grandeur que Yosef a. C'est un rêveur, même s'il fait un rêve, il sent tout à fait dans ses rêves une dimension extraordinaire, et c'est cela qui éveille leur haine ou leur jalousie envers cette dimension que Yosef possède et dont qui sont loin de posséder. Et même s'ils ont des petites nignotsa
Bahem Ruach HaKodesh, ils ont parfois des fulgurances, ils sentent quelque chose, ils ont une grandeur, mais leur lecture du monde reste la lecture de quelqu'un qui ne lit qu'à travers ses propres yeux, qui n'a pas de révélation des mondes supérieurs, des messages supérieurs. C'est peut-être aussi au niveau des goïms pourquoi les Grecs ont dit Kitu lachem al kerjor lachem chelek beloé Israël, ce qu'ils en veulent à ce personnage de Yosef et qui veulent absolument qu'on renonce à cette dimension, peut-être parce que les goïms ne font absolument pas partie de l'histoire. Leur histoire, c'est l'histoire des hommes, et pas plus que cela. Donc chez eux, cette capacité que le peuple juif possède de faire l'histoire, de rentrer dans l'histoire, et qui est essentiellement incarné par le personnage de Yosef, eh bien, c'est quelque chose qui est insupportable qu'on ne combat pas sur le même terrain. On ne combat pas sur le même terrain. Il y a une opposition, mais que non pas opposition de logique qui se discute, mais d'une perception autre chose qui passe dans l'histoire. Et c'est peut-être cela que cette parashat Miketz, qui est l'obscurité qui précède la lumière, dont Yosef est le personnage essentiel, eh bien cette réalisation dans l'obscurité de la nuit, de Hanouka, dans l'obscurité de l'histoire, dans ces phases obscures, le personnage de Yosef, lui qui va traduire les choses, et le fait que les choses vont se mettre en route, on est dans l'exil, mais plus pour si longtemps, eh bien, ça se traduit par une façon de ressentir, même au-delà de notre conscience, qu'il se passe quelque chose, que les choses sont en train de se passer.